Bonsoir. Les négociations du GATT à Bruxelles tendues sous la menace d'un veto français. L'Amérique en ébullition à quelques heures du premier débat télévisé entre George Bush et Bill Clinton. Les nouveaux incidents de la nuit à Vaux-en-Velin, près de Lyon. Ce sont quelques-uns des titres de cette édition commentés par Marie-Claire Mendès France. 10 ans après la mort de Mendès, son épouse publie L'Esprit de liberté aux presses de la Renaissance. Elle est ce soir le grand témoin du 19-20. À Bruxelles, négociateurs américains et européens sont donc enfermés depuis ce matin autour de deux grands dossiers, celui du commerce international et celui consacré aux subventions agricoles. Les négociations sont placées, vous le savez, sous la menace d'un veto français. Le point ce soir à Bruxelles, François Poulet-Matisse. Arrivé à Bruxelles cet après-midi du secrétaire d'État américain à l'agriculture Edouard Madigan, toute l'après-midi, il tentera avec sa collègue Carla Hills, conseillère de George Bush, de convaincre les Européens de réduire leurs exportations agricoles. Qu'apporte-t-il en échange? Peu de choses ont filtré pour l'instant. Les négociateurs agricoles ont décidé à 15 h d'approfondir les dossiers. Pour le commissaire McSharry, toutefois, les discussions progressent. Nous avons affaire au même point que nous connaissons déjà. Cela concerne les exportations en volume, les paiements compensatoires dans le cadre de la politique agricole commune, l'équilibrage. Sur ces mêmes points, nous avons enregistré quelques progrès, mais nous n'avons pas encore d'accord. La plupart des pays européens ont besoin de cet accord, veulent cet accord, car ils considèrent que la période est propice pour l'obtenir, en particulier à cause des élections américaines. La France, de son côté, on le sait, veut éviter un accord qui serait conclu à la hâte. Reste à savoir de quelle manière le poids de la France et le poids de cette inquiétude française jouera sur ces négociations. On le saura probablement dans les heures, voire dans les jours qui suivent. Alors au-delà des enjeux économiques, politiques et financiers, aux conséquences, je dirais, strictement européennes, le GATT concerne sur le fond 108 pays membres de ce gigantesque forum commercial. La plupart, François Poulet-Matisse le disait, espèrent un accord rapide pour relancer la croissance économique mondiale. Qu'est-ce que le GATT? Bernard Ségara. Le GATT, autrement dit l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, c'est un traité qui engage 108 États pour libéraliser le commerce mondial, faire reculer le protectionnisme sous toutes ses formes, enfin protéger les pays en voie de développement, les 2 tiers du GATT, qui vivent de matières premières dont les cours varient d'une année sur l'autre. Dans le GATT, les Américains jouent un rôle déterminant, surtout face à une Europe souvent divisée. Aujourd'hui, ils veulent obliger les Européens, et notamment les Français, à réduire d'1/4 leurs exportations. Pour des raisons électorales, George Bush est pressé de trouver des marchés pour ses fermiers, et cela aux dépens des Européens. Les obliger à céder une partie de ce qu'ils ont gagné en 20 ans. L'Europe pesait en 1970 6% du marché mondial du blé, sa part a plus que triplé depuis. Dans cette négociation, les Américains sont bien placés aujourd'hui, car à l'exception de la France, les Européens sont prêts à faire des concessions importantes sur l'agriculture, en échange d'une part de marché sur les services, marché tenu jusqu'ici exclusivement par les Américains. Cela relancerait, croit-il, le commerce mondial et accélérerait la reprise. Isolée, la France devrait se résoudre à utiliser son droit de veto. Résultat, le consensus européen volerait en éclats au prochain sommet de Birmingham le 16 octobre, à moins que l'Allemagne ne vienne une fois encore au secours des Français. Alors, Madame Mendès France, 2 mots simplement sur cette réunion du GATT. Partagez-vous l'analyse du gouvernement français? Comprenez-vous sa position? Et surtout, cette crainte d'une colère des agriculteurs? Bien entendu, parce que si on devait céder à la pression des Américains et si surtout les 11 partenaires de la communauté nous lâchaient, ça serait extrêmement grave pour la France. Il s'agit tout de même de nos exportations agricoles, il s'agit de la vie de nos agriculteurs. Et pour eux, c'est vital que cette négociation réussisse. Et il ne faut pas que la France cède à la pression américaine. Parce que George Bush, en ce moment, il est en pleine campagne électorale et il se sert, c'est un alibi pour lui, il se sert de cette négociation pour, au fond, plaire à ces agriculteurs, exportateurs de blé, de léagineux, etc. Alors justement, aux États-Unis, le premier débat télévisé Bush-Clinton ce soir, à partir de minuit heure française, passionne l'opinion et bien sûr l'ensemble de la classe politique américaine. À l'exemple des débats Nixon-Kennedy ou Carter-Reagan, la télévision peut-elle faire basculer l'élection présidentielle? Analyse Joël François Dumont.
George Bush, le tenant du titre républicain, en chute libre dans les sondages. Il a ce soir tout à gagner devant ses deux adversaires. Le premier, Bill Clinton, donné grand favori, mais qui doit encore convaincre et surtout inspirer confiance à l'électorat américain. Enfin, Ross Perot, le candidat indépendant qui lui jouera ce soir le rôle de l'homme d'affaires sans expérience politique. Lors du débat télévisé, la position de Kennedy en est sortie renforcée. Surtout qu'au premier débat, Kennedy est apparu comme un jeune ange blond face à un Nixon dont on voyait la barbe naissante, ce dont tous les Américains se souviennent. Ce dont on se souvient moins, c'est que dans les débats qui ont suivi, parce qu'il y en a eu plusieurs, Nixon s'est montré supérieur à Kennedy. Mais ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a en mémoire le premier débat où Kennedy, effectivement, avait fait meilleur effet. Et puis le dernier grand débat, ça a été le seul, l'unique, entre Carter et Reagan. Là aussi, Reagan bénéficiait déjà d'un avantage, parce qu'il partait, disons, un peu favori. Carter était au plus bas de sa popularité. On était presque au jour anniversaire de l'invasion de l'ambassade américaine de Téhéran, donc une date douloureuse pour les Américains. Et Reagan, évidemment, jouait sur du velours, ce qui fait que cette confrontation télévisée est venue un peu au secours de la victoire. D'autant qu'à cette occasion-là, ce n'est pas la forme qui l'a emporté, mais plutôt le fond, lorsque Carter a eu cette phrase malheureuse en demandant l'avis de sa fille, a-t-il dit, sur des problèmes nucléaires de portée mondiale. Il attachait plus d'importance à l'avis de sa petite fille de 9 ans qu'à l'avis, paraît-il, des experts. Autre aspect tout aussi déterminant, bien que méconnu, c'est la valeur du vice-président. Et là, Bill Clinton, avec Al Gore, s'est donné un excellent colistier, beaucoup plus respecté et surtout crédible que Dan Quayle. Alors, Christian Mallard, selon les derniers sondages, George Bush compte environ une dizaine de points de retard aujourd'hui sur Bill Clinton. Autant dire que le président américain va jouer son va-tout ce soir au cours du premier débat télévisé. Oh que oui. Et pour jouer son va-tout face à Clinton, George Bush s'est même livré à huis clos à des simulations de débat avec son rival démocrate, demandant même à son directeur du budget, Richard Darman, de porter un masque en caoutchouc représentant Clinton. Pendant ce temps-là, le candidat démocrate demandait lui aussi à l'un de ses amis, juge à Washington, de jouer le rôle de George Bush. En tout cas, pour ce qui est du fond du débat, il est crucial pour les deux hommes. C'est George Bush qui a le plus gros à jouer. Il a longtemps pensé que sa politique étrangère lui assurerait sa réélection. Il s'est trompé. Aujourd'hui, il essaie de faire croire à ses compatriotes qu'après 4 ans passés à la Maison-Blanche, il a réussi à imposer l'ordre américain, la Pax Americana, à travers le monde. Et pendant ce temps-là, eh bien, il a négligé l'état de l'économie américaine qui n'a jamais été aussi désastreux. Bill Clinton a compris que c'est sur le terrain de l'économie qu'il pourrait battre les républicains. Son programme économique semble plus séduisant, et avant le débat qui peut toujours nous réserver des surprises, j'ai malgré tout le sentiment que les Américains veulent le changement. Leur intention de voter pour Clinton ressemble davantage à un désir de rejeter surtout la politique de George Bush. Et je crois que ce soir, Eric, pour gagner, il faudra pour les Républicains un super George Bush, ou alors peut-être des révélations plus que sérieuses et crédibles sur le long séjour que Bill Clinton a effectué à Moscou en 1969. Merci Christian Mallard. Au Proche-Orient, 2 Palestiniens ont été tués, 35 autres blessés par l'armée israélienne au cours d'affrontements qui se sont déroulés aujourd'hui dans la bande de Gaza. Les autorités redoutent un regain de l'intifada et déploient des renforts. Commentaire Jean-Marc Pitt. La violence a repris ses droits dans la bande de Gaza. 2 Palestiniens sont morts aujourd'hui et 35 autres ont été blessés lors d'affrontements avec l'armée israélienne. De semblables combats s'étaient déjà soldés hier par la mort d'un Palestinien et une 60aine de blessés. Ils ont à chaque fois fait suite à des manifestations de solidarité avec les milliers de prisonniers qui, depuis le 30 septembre, ont entrepris une grève de la faim pour dénoncer leurs conditions de détention. Le soutien qui leur est apporté par la population s'amplifie chaque jour. 200 personnes ont organisé aujourd'hui un sit-in dans l'église de la Nativité à Bethléem. Dans le même temps, des universitaires palestiniens entamaient à leur tour une grève de la faim sur le campus d'Hébron. Côté autorité israélienne, ce regain de tension fait sérieusement craindre une renaissance de l'intifada. L'armée a déjà déployé des renforts dans les territoires occupés et le Premier ministre Yitzhak Rabin a déclaré qu'elle pourrait utiliser tous les moyens légaux pour mettre fin aux manifestations. Il préconise l'usage des couvre-feux et l'élargissement de l'activité militaire pour restaurer le calme. Selon lui, ces émeutes sont l'œuvre d'extrémistes qui voient d'un mauvais œil les nouvelles possibilités de paix entre Israël et la Syrie. Un processus qui pourrait effectivement être remis en cause par une situation intérieure par trop explosive.
Madame Mendès France, vous avez repris à votre compte le grand combat mené par Pierre Mendès France afin de favoriser le dialogue israélo-palestinien. La paix, on le voit, ne fait que de petites avancées. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une avance vers la paix, il y a toujours des extrémistes qui, à ce moment-là, font tout pour faire échouer les négociations. Actuellement, l'intifada, jusqu'à maintenant, était un peu stoppée, mais il faut savoir que c'est une marmite qui bout, et à tout moment, ça peut repartir. Il est important, la paix du monde, elle se joue dans cette région-là. Si les Israéliens ne comprennent pas qu'il faut quitter les territoires dits occupés, c'est-à-dire accorder l'autonomie interne. Accorder l'autonomie interne, mais en tout cas ne plus avoir que ces territoires ne soient pas sous la botte militaire, car comment un peuple peut-il rester éternellement, on ne peut pas impunément rester sous la botte militaire. Il faut un jour s'en aller, d'autant plus que ces territoires ne sont même pas annexés par Israël. Donc il faut, s'ils veulent vraiment faire la paix, ce gouvernement a plus de chances d'arriver à des négociations que n'avait le gouvernement de droite précédent. Il faut arriver à que la négociation aboutisse au retrait des troupes d'abord et qu'il y ait l'autonomie interne dans un premier temps et qui finira plus tard un jour par être un État. Car qu'est-ce que veulent les Palestiniens? Ils veulent un État, un drapeau. Et Mendès France disait, on ne peut pas refuser aux autres ce qu'on a voulu pour soi-même. Donc, il est important maintenant que les négociations reprennent vite et que le gouvernement actuel ne se laisse pas déborder par les extrémistes des deux bords. La politique en France, Laurent Fabius, invité de RMC cet après-midi, a défendu le projet de réforme des institutions et avancé l'idée d'un mandat présidentiel réduit à 6 ans. Le premier secrétaire du PS s'est également indigné de la demande du RPR de constituer la Haute Cour de justice afin de le mettre en accusation dans l'affaire du sang contaminé. Le drame du sang contaminé est un drame terrible. Et il faut penser d'abord aux familles, aux victimes. Jusqu'à présent, lorsqu'on a évoqué ce drame, les aspects politiciens ont été absents. Et voilà que parce qu'on arrive à 5 mois des élections, un parti, le RPR, se saisit de ce drame pour en faire une opération politicienne contre ses adversaires. Ça s'appelle une ignominie. De son côté, Jean-Marie Le Pen annonce sa candidature à Nice aux prochaines élections législatives. Pour le reste, le président du Front National réaffirme ses dispositions à être un présidentiable permanent. Reportage Charles Sanviti et Loïc Lemoigne. Ne pas se fier aux apparences, Jean-Marie Le Pen n'est pas morose. Même si au régional, lui qui attendait 300 élus n'en a gagné que 102. Même si aujourd'hui, la droite le place en quarantaine. Même si, pour le non à Maastricht, d'autres que lui ont occupé les tréteaux, même si, aux législatives, son mouvement pourrait jouer les utilités pour cause de scrutin majoritaire, malgré tout, Jean-Marie Le Pen garde le moral ou les vertus de la méthode Coué. Si les élections législatives ont lieu en 93, et quel qu'en soit le mode de scrutin, puisque nous savons que dans ces domaines-là, rien n'est jamais sûr, et des élections présidentielles, que ce soit de la volonté du président ou que ce soit de la volonté de Dieu, dans tous les cas, nous sommes prêts et nous ferons ce qu'il faudra. Et comme au Front National, le mouvement se prouve en marchant. Déjà, les formulaires d'investiture pour l'élection présidentielle sont distribués aux élus frontistes. Bref, à la recherche du second souffle perdu, façon Front National. Alors Marie-Claire Mendès France, votre vie en témoigne. Vous êtes une femme à la fois fière, intransigeante, fidèle. Quel regard portez-vous sur le débat politique aujourd'hui en France ? En ce qui concerne, par exemple, la campagne menée contre Fabius, je la trouve ignoble. Ça, c'est typiquement les attaques de la droite lorsqu'il s'agit d'un homme de gauche. Ça, de tout temps, était comme ça. Et ce n'est pas étonnant. Mais je dois dire que ce sont des mœurs
qu'en tout cas Mendes France n'employait pas. Et je dois dire que je ne peux pas approuver ce qui se passe actuellement. Alors, vous dites dans votre livre, je crois avoir compris ce qu'est un homme d'État, avant tout un décideur, dites-vous, un homme de vérité, généreux et solide, connaissant à fond les dossiers du pays, aimant sa patrie avant d'aimer le pouvoir, prêt à servir son pays de toutes ses forces, un homme pour qui l'intérêt général passe toujours avant l'intérêt particulier. Quel est aujourd'hui en France, selon vous, l'homme d'État qui se profile dans le paysage politique français ? J'en vois, vous voulez dire actuellement, à gauche. Un homme qui, à gauche comme à droite, qui aurait les qualités requises pour entrer dans cette définition que vous brossez. C'est pas une nouvelle que de vous dire que je vote à gauche. Donc je vais vous parler d'un homme d'État de gauche. Il peut y en avoir à droite, de la même nature et de la même espèce et de la même essence. Oui, mais moi je choisirais un homme de gauche. Et parmi les hommes de gauche, j'en vois 3 qui sont, à mon avis, qui ont l'étoffe d'hommes d'État. Prenons Berligovois, Rocard, Jacques Delors. Ce sont, à mon sens, des hommes d'État, tous trois, je pourrais presque dire, enfants de Mendes. Et le plus fidèle à la pensée de Mendes, à votre avis? Les 3, de manière différente et sur des sujets différents, mais les 3. Et les hommes d'État à droite, vous n'en voyez aucun? Si, Raymond Barre, qui est certainement un homme d'État. Vous confiez l'amertume aussi dans votre livre de Pierre Mendès France, de ne pas avoir été convié en tête-à-tête par le président de la République entre mai 81 et octobre 92, date de sa mort. Mendès en a nourri une déception profonde. Lui, vous savez, il était très philosophe et il ne s'est jamais plaint de rien. Mais c'est moi qui l'ai ressenti comme ça. J'étais humiliée pour mon pays. J'étais humiliée que cet homme qui s'était battu toute sa vie pour l'arrivée de la gauche au pouvoir n'ait pas été simplement appelé par le président de la République pour le consulter sur les problèmes, notamment sur les problèmes économiques, car c'était vraiment c'était ce qu'il connaissait le mieux. Et j'ai eu de la peine. Société, nouveaux affrontements la nuit dernière dans la banlieue lyonnaise. Quelques dizaines de jeunes gens ont provoqué l'incendie de 10 automobiles à Vaux-en-Velin. Les autorités locales et le ministre de la Ville ont lancé aujourd'hui un appel au calme. Sur place, Myriam Figuro. Quelques véhicules qui prennent feu, des individus qui harcèlent les policiers au volant de grosses cylindrées. Un scénario presque banal la nuit dernière, comme la précédente à Vaux-en-Velin. Seulement voilà, ici à Vaux, rien ne peut être simple. Le souvenir des émeutes d'octobre 90 hante la ville comme un spectre, au détriment du travail effectué sur le terrain. Il faut que les auteurs de ces méfaits soient punis, sévèrement punis. Ceci étant, j'en appelle aussi à la responsabilité de certains médias. Au marché dominical où viennent s'approvisionner aussi les habitants du Mas du Taureau et de la Thébaude, les quartiers cités ces 2 derniers jours, on ne parle même pas des événements de la nuit. Ce nouveau coup de projecteur ravive un sentiment d'insécurité. Bilan d'une nouvelle nuit un peu chaude dans l'Est lyonnais, une dizaine de véhicules incendiés ou endommagés et 2 interpellations. Le fait de petits groupes informels et isolés d'une quinzaine d'individus tient à préciser la préfecture. Le soulagement en Corse après l'arrestation et les aveux du meurtrier d'un gendarme à Zonza. Soulagement de la population et des pouvoirs publics qui redoutaient une autre explication au crime. Sur place, Yannick Aroussi, Michel Goldstein. Ajaccio, hier soir, dans le bureau du procureur de la République, Olivier Poncet répète ses aveux. Un terrible récit. Il aurait tué le gendarme au fort pour impressionner ses 2 amis, Jacques Ezzecchi et José Giovannoni, qui lui auraient demandé de prouver sa bravoure après une soirée arrosée. Poncet aurait alors pris le fusil de chasse de Giovannoni et, sur l'instigation de ses 2 compagnons, tiré sur le gendarme. Mais si Olivier Poncet est passé aux aveux lors de la garde à vue, Giovannoni et Ezzecchi nient leur participation. L'instruction est loin d'être bouclée. Le travail d'enquête devra se poursuivre et je dois dire que ce travail se poursuivra avec une détermination d'autant plus forte que nous sommes en présence d'un crime particulièrement odieux et qui a suscité un émoi au sein de la population. L'enquête de gendarmerie aura duré 20 jours. Les 3 hommes ont été arrêtés avant-hier à Zonza. Ils avaient été entendus dès le lendemain du meurtre et relâchés.
faute de preuves. Olivier Poncet, originaire de Beauvais, a été inculpé d'assassinat et écroué à Marseille. José Giovannoni de Zonza, inculpé également d'assassinat et écroué à Ajaccio. Jacques Zecchi, originaire lui aussi de Zonza, est inculpé de complicité et écroué à Bastia. Au village, l'émotion est vive, mais la population est soulagée de savoir enfin qui a tué Fabrice Aufort, un jeune gendarme de 26 ans. Les sports, cyclisme, le Belge Hendrik Redant a profité de la guerre des favoris, la guerre d'attente qu'ils se sont livrés cet après-midi pour s'adjuger la classique Paris-Tours. Redant s'est détaché à 5 km de l'arrivée avec l'Allemand Christian Henn, qu'il a facilement battu au sprint. L'Allemand Olaf Ludwig a pris la 3e place et creusé l'écart en tête de la Coupe du Monde sur le Français Laurent Jalabert qui s'est classé 5e. Tennis, sevré de victoire depuis le début de l'année, Guy Forget a renoué avec le succès en s'imposant pour la 3e année consécutive cette année à Toulouse. Il a battu en finale le Tchécoslovaque Korda, 5e joueur mondial en 2-7. Rémi Goulicelli. Guy Forget aime le tournoi de Toulouse et cet après-midi encore, face au numéro 5 mondial, le Tchèque Petr Korda, il l'a prouvé d'entrée. Une première balle percutante, indispensable pour mettre l'adversaire mal à l'aise, est toujours du fond de cour, un jeu rapide et inspiré. Guy Forget emporte sans problème la première manche, 6-3. Dans le second set, Forget poursuit sur sa lancée et malgré une belle résistance de Korda, le score penche à nouveau en faveur du numéro 1 français. Légèrement fatigué et parfois assez lourd sur ses jambes, Petr Korda n'y croit plus vraiment. Cette deuxième manche se termine pour lui encore plus sévèrement que la première. 6-2 pour Guy Forget, vainqueur ici pour la 2e année consécutive, est parfaitement heureux de son sort. Je préfère être 50e et faire des matchs comme celui-là et gagner des grands prix, plutôt d'être 10e en faisant des places de finalistes et de demi-finalistes. C'est ça qui compte, je veux dire. Et pour l'instant, Toulouse, ça restera mon plus beau tournoi de l'année. Bien que Wimbledon, c'est un quart de finale, mais bon, une victoire dans un tournoi, c'est ce qu'il y a de plus beau. Au-delà de la visite du pape en Amérique latine, 2 événements vont marquer demain en Europe le 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique. La sortie de Christophe Colomb au cinéma, nous y reviendrons dans un instant, et la fermeture à Séville de l'exposition universelle. Au total, près de 42 millions de personnes ont visité l'Expo 92 installée dans la capitale andalouse. Dominique Dumas. Hélas, la fête sévillane est bientôt terminée. Lorsque le roi Juan Carlos avait inauguré Séville 92 le 20 avril dernier, on prévoyait alors pour 6 mois 38 millions de visiteurs. On arrive d'ores et déjà à plus de 42 millions d'entrées, dont plus du tiers d'étrangers. Parmi eux, les Français sont sans doute en tête. D'ailleurs, le pavillon de la France, qui a remporté un succès de curiosité, demeurera après l'expo. En revanche, les comptes sont moins euphoriques. Emilio Cassinello, le commissaire général, affirme qu'il n'y aura pas de déficit, mais il faudra liquider les actifs rapidement. Cela se comprend, le budget total de l'expo dépasse les 11 milliards de francs, 4 fois plus que l'estimation initiale de 86. L'État espagnol, en engageant des investissements de plus de 60 milliards de francs, a voulu d'une part montrer au monde la grandeur de l'Espagne, mais aussi désenclaver une des régions encore pauvres en Europe. En cela, le pari est gagné. Séville est reliée au reste du monde grâce à un TGV, à un aéroport international et à un réseau d'autoroutes. Tout cela fera de l'Andalousie un des pôles européens du XXIe siècle et aidera au rééquilibrage souhaitable de l'Europe vers le sud. Christophe Colomb, tête d'affiche à partir de demain en Europe. Au cours de la première du film, hier soir à Paris, Gérard Depardieu a retrouvé dans ses propres yeux une part peut-être de l'émerveillement des conquérants de 1492. Le film de Ridley Scott sous le regard de Michel Vial et de Victor Harich. Découverte du Nouveau Monde ou rencontre entre deux mondes. Le film de Ridley Scott, une super production de 47 millions de dollars, prend résolument le parti de l'épopée, celui du beau livre d'images, qui donne à son héros un profil rousseauiste. Christophe Colomb, un aventurier idéaliste dont les rêves généreux seront vaincus par la réalité sociale. Les descriptions qu'il fait de ce qu'il voit et ce qu'il découvre, comment il parle des arbres, des fruits, des animaux, de la chaleur, des indigènes, tout ça, c'est une description extrêmement humaniste. Peut-être son erreur, c'était qu'il n'avait pas un grand sens du pouvoir. Vous pensez qu'au-delà de l'épopée, le film fait assez la part entre le mythe et l'histoire? Je crois, oui. Sincèrement, je crois. Nos savants croient que l'océan est infranchissable, Seigneur Colomb. Que disait-on de la ville de Grenade jusqu'à aujourd'hui? La dimension mystique qu'a Colomb m'interpelle.
De même que Cyrano. Cyrano rêvait à la lune et rêvait à une expression de l'amour à sa façon. Et Colomb, j'ai retrouvé des similitudes chez Colomb. C'est vrai que c'est un peu un allumé. J'aime bien les allumés. C'est peu de dire que dans la peau de cet allumé, Gérard Depardieu est superbe, à la fois généreux, baroque et attachant. Reste que l'on n'apprend pas grand-chose sur Colomb, personnage emblématique de la Renaissance, qui sert ici de prétexte à une fresque par ailleurs somptueuse et raffinée. Madame Mendès-France, 500 ans après, où l'esprit de liberté, ce qui vous est cher, souffle-t-il aujourd'hui? En France, bien entendu, à condition qu'en aucun cas on ne laisse Le Pen arriver au pouvoir, c'est-à-dire qu'on se retrouverait dans la situation dans laquelle on s'est trouvé au moment de la guerre. Le Pen, c'est l'exclusion, c'est le racisme, c'est l'antisémitisme, c'est le sexisme, c'est tout ce qui est contraire à l'esprit de liberté. Mais je voudrais revenir un instant sur Christophe Colomb. Christophe Colomb, ça a tout de même été un génocide affreux, épouvantable en Amérique du Sud, qui dure encore. Alors peut-être que le pape a dénoncé, a regretté aujourd'hui. Ah oui, mais il faudrait maintenant cesser de commémorer 1492. Merci Madame d'avoir été ce soir le grand témoin du 19-20. Dans un instant, la météo complète de Michel Touré à 20h45. Soirée spéciale Question pour un champion. Julien Lepers accueille ses candidats coup de cœur. À 22h, c'est Georges Wolinski qui s'allonge sur le divan d'Henri Chapier. Dans le soir à 22h30, je recevrai Philippe Noiret. Excellent début de soirée, merci.